débriefe l'actualité du jour avec Julien Marsili. Bonjour, vous êtes chef économiste chez Global Sovereign Advisory. On va parler d'attractivité, de compétitivité européenne avec cette séquence qui s'ouvre avec aujourd'hui une journée plutôt industrie. Et puis demain, les chefs d'État se verront dans une sorte de séminaire dans un château belge avec Mario Draghi et Enrico Letta. Il y a pas mal de propositions sur la table pour faire en sorte que cette compétitivité européenne soit mise en œuvre. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Les eurobonds, les taxes sur les Chinois, la question du marché unique. Où est-ce qu'il faut appuyer d'abord, selon vous? Je pense qu'il y a différentes solutions possibles. Bon, c'est vrai que quand on dresse le tableau des chiffres de commerce récents, effectivement, la balance commerciale européenne n'a pas retrouvé son niveau d'avant 2022, de crise énergétique. Et quand on observe d'où vient la dégradation, c'est dans une très large majorité vis-à-vis de la Chine. C'est la première chose. Deuxième chose, ça ne se résume pas à l'Allemagne et ça ne se résume pas au secteur automobile. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus généralisé que ça. Ça touche un grand nombre de secteurs et ça touche quasiment tous les pays. Autre point important, c'est que par rapport à la période des années 2000, c'est-à-dire quand il y a eu le premier choc chinois, entre guillemets, à l'époque, on avait été pénalisé par le fait qu'on importait beaucoup plus de Chine, avec son entrée dans l'OMC, etc. Là, il y a un double choc qui est les importations en provenance de Chine augmentent, mais nous, on exporte moins aussi vers la Chine. Donc, on voit que c'est quelque chose de généralisé. Donc, il y a la question de la compétitivité prix. On l'a vu pas plus tard qu'hier soir, c'est une coïncidence, mais la Chine publiait son chiffre d'inflation pour le mois de janvier. Alors, les chiffres du début d'année en Chine sont toujours à prendre un peu avec des pincettes. C'est très bas. Mais c'est très bas. Et en fait, l'inflation à la consommation est quasi nulle depuis maintenant plus d'un an. Quand on regarde les prix à la production, c'est en déflation depuis 3 ans et demi. Donc, on a un écart de compétitivité qui se creuse et qui n'est pas seulement dû au taux de change. C'est-à-dire que sur les 25% un peu de perte de compétitivité prix qu'on a vis-à-vis de la Chine depuis 2023, vous avez la moitié qui est liée au taux de change et la moitié qui est liée à cet écart d'inflation. Et sur le taux de change, il y a ce rapport du commissariat au plan qui préconise de toucher au taux de change et de baisser l'euro face au yuan. Ça, c'est une bonne chose selon vous ? Je pense que déjà, de toute façon, c'est à la fois ni faisable, ni vraiment souhaitable. Ni faisable parce que ça n'entre pas dans les statuts de la BCE, dont l'objectif est le maintien de l'inflation. Alors, si vraiment l'inflation en zone euro était amenée à baisser du fait d'un niveau trop élevé de l'euro, oui, la Banque centrale européenne baisserait ses taux d'intérêt, ça aurait un effet un peu sur le taux de change, mais on serait très loin d'avoir ce 30%. Mais même si c'était possible, c'est pas forcément souhaitable. Il est sans doute plus utile de réfléchir à des plans filière par filière, des approches très pragmatiques et ciblées, un peu comme finalement l'Europe l'a fait sur les voitures électriques, en faisant des enquêtes précises, entreprise par entreprise, et en appliquant des droits de douane spécifiques sur certains constructeurs chinois, ou comme elle l'a fait sur les semi-conducteurs. Là, vous dites ça fonctionne. C'était le Chips Act. On commence à en voir les effets et ça fonctionne. Paradoxalement, quand on regarde toutes les balances commerciales bilatérales, secteur par secteur, filière par filière vis-à-vis de la Chine, la grande majorité se détériore, sauf évidemment aéronautique, quelques machines, etc. Mais sur les semi-conducteurs, la coïncidence est que depuis qu'il y a ce Chips Act, la balance commerciale s'est un peu redressée. Donc on voit quand même que ces plans ciblés sur certaines filières avec des subventions bien calibrées sur certains projets, ça peut avoir un effet. Donc la subvention, ça marche plus que le protectionnisme ? Je pense qu'il faut regarder à chaque fois secteur par secteur. C'est-à-dire que vous pouvez aussi, pour des entreprises, pour des secteurs naissants qu'on veut protéger pendant quelques années, adopter évidemment des droits de douane, mais encore une fois, plus ciblés pour avoir le bon niveau de droit de douane secteur d'activité par secteur d'activité, et ça peut être accompagné là aussi de subventions. Mais ce sera sans doute plus efficace qu'une approche très globale qui consisterait de manière un peu factice à se protéger avec un droit de douane de 30%. Il y a moins de 6 mois, c'est ce qu'on reprochait aux États-Unis. Et tout le monde était d'accord pour dire que ça générerait de l'inflation aux États-Unis. Donc si nous, on fait ça, évidemment, les effets seraient les mêmes. Mais l'enfer est aussi pavé de bonnes intentions, parce que sur la taxe carbone, par exemple, aux frontières, qu'on disait mettre en place pour se protéger justement des produits chinois, ça fait hurler en fait la chimie, les aciéristes, en disant ça ne fait qu'augmenter les prix. En fait, ça nous porte préjudice.
Ça nous porte préjudice aussi à nous dans certains cas. Et puis c'est vrai que sur la taxe carbone aux frontières, on n'a peut-être pas assez fait de pédagogie vis-à-vis de nos partenaires commerciaux. C'est-à-dire qu'on a braqué beaucoup de pays, beaucoup de nos partenaires commerciaux en disant attendez, vous nous en aviez pas vraiment parlé avant, on aurait pu mettre ça en commun, on aurait pu en parler en commun et faire ça de manière graduelle. Donc c'est vrai que c'est aussi un peu compliqué de ce point de vue-là. Sur les eurobonds, Emmanuel Macron est revenu sur le dossier hier. Il repropose à nouveau de mettre en place un emprunt commun, notamment pour financer tout ce qui est industrie verte, technologie. Bon, il s'est pris un revers total de la part de beaucoup de pays. On est tout seul à soutenir les eurobonds ? Il faut reconnaître, je trouve que le timing pourtant est bon. Je veux dire, ça fait 1 an que tous les épargnants, les gestionnaires d'actifs, les fonds souverains se posent la question du rôle du dollar. Est-ce que c'est toujours un actif sans risque ? Mais le fait est que les actifs en dollars ont quand même un avantage, c'est la profondeur de leur marché. C'est-à-dire que c'est ce qui leur confère ce statut de valeur refuge, en tout cas jusqu'ici. C'est le fait de se dire, quel que soit le type de crise auquel on va faire face, on sait que ce marché restera liquide. Et nous, il nous manque ce marché-là. Donc, de ce point de vue-là, il a raison. Ensuite, c'est vrai que, beaucoup de pays du nord de l'Europe n'y ont jamais été très favorables. Et 2, c'est vrai qu'en ce moment, on est un peu le mauvais élève de la classe. C'est parce que la proposition vient de nous. Voilà. C'est pour ça. Et donc, quand on est celui qui a la plus mauvaise note et qu'on propose d'appliquer à tout le monde la même moyenne, c'est sûr que la parole porte un peu moins, même si sur le fond, le timing est bon pour avancer sur ce sujet-là. Parce qu'on sait que rien qu'au niveau de la France, on a plus de 10 000 milliards d'épargne qui est à l'étranger. Et donc, si ne serait-ce qu'on arrivait à convaincre une toute petite partie de nos épargnants, entreprises particuliers, pour rapatrier ou investir davantage en France, ça aurait un effet macro qui serait important. Il nous reste quelques secondes, mais sur ce marché de la dette où il va y avoir beaucoup d'émissions, eurobonds ou pas eurobonds, de la part de n'importe quel pays l'année prochaine, on a vu Google, Alphabet qui a fait une émission obligataire à 100 ans, à 6%, ultra sursouscrite. Est-ce qu'il va y avoir, selon vous, cette espèce de compétition entre l'obligataire corporate et l'obligataire d'État en 2026 ? Il l'a déjà été l'année dernière. On a vu de plus en plus, notamment de grands groupes ou des multinationales françaises qui arrivaient à émettre à des taux inférieurs à l'État français. Donc, c'est le fait que finalement, on en revient à cette question, quels sont aujourd'hui les actifs sans risque ? Et on sent que tous les investisseurs n'ont pas la même réponse face à ce type de questions. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Julien Marsili de chez Global Sovereign Advisory.